Bonsoir à tous, bienvenue. Toujours pas de nouveaux cas positifs à la maladie Ebola en Côte d'Ivoire. Depuis la patiente zéro, la situation est toujours sous contrôle. Selon Pierre Dimba, le ministre de la Santé, il annonce dès demain une campagne de vaccination à l'intérieur du pays. Colère et consternation dans le quartier d'Anyama, derrière Rail. Tout a été réduit en gravat au grand désarroi des populations installées sur l'emprise du métro d'Abidjan. Elles dénoncent un déguerpissement sans état d'âme et sans indemnisation. Toujours pas de nouveaux cas positifs à la maladie Ebola en Côte d'Ivoire depuis la patiente zéro. Selon le ministre de la Santé, la situation est sous contrôle. Il annonce dès demain une campagne de vaccination, notamment à Ouaninou, Djekoué et San Pedro. On écoute le ministre de la Santé, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire et le président du comité de veille à ce propos. Il y avait un cas suspect qui avait été isolé. Nous avons eu les résultats. Ce cas suspect est négatif. Donc nous l'avons lui a permis de rentrer chez lui aujourd'hui. Il y a eu un deuxième cas, une deuxième alerte au CHU de Cocody. Et après les investigations de l'INH puis la direction départementale de Cocody, il s'est avéré que cette personne ne répondait pas à la définition du cas. Nous sommes en alerte, en situation d'alerte, donc il est évident que nous aurons régulièrement chaque jour une suspicion, une ou deux suspicions. Et pour nous, ça montre que le système d'alerte marche bien. Il vaut mieux avoir plusieurs suspicions qu'aucun cas signalé dans cette situation de période épidémique. Le système tel qu'il est mis en place et géré donc, montre bien qu'il y a une résilience qui est en train de se construire progressivement. Et notre rôle, donc, c'est vraiment de consolider ce système pour qu'il puisse faire face aux défis comme celui-là. Nous avons pu avoir 5 000 doses que nous sommes en train d'administrer et nous avons fait une demande supplémentaire de 16 000 doses. L'objectif étant de faire en sorte que, comme nous avons aujourd'hui une bonne connaissance des personnes qui sont arrivées, et également le voyage que j'ai fait avec mon collègue donc, de l'intérieur et de la sécurité nous a permis de comprendre qu'au-delà de ce cas, il y avait un trafic de personnes qui se faisait au niveau de la frontière. Notre souhait, donc, c'est de vacciner toutes ces communautés pour éviter que cette maladie donc, se répande. Donc, vous pouvez compter sur nous, compter sur la vigilance donc, des acteurs de la santé pour protéger les Ivoiriens. Nous nous réjouissons que la vaccination va commencer à l'intérieur du pays, ce qui est très bien. Et nous avons des staffs techniques mobilisés qui vont accompagner les vaccins. Ils sont déjà prêts pour aller, au même titre qu'on avait pu donner un briefing ici à Abidjan. Ils vont continuer la même chose pour accompagner les vaccins à l'intérieur du pays et pouvoir orienter les acteurs qui vont administrer ces vaccins-là. Les travaux de l'emprise du métro d'Abidjan ont démarré. Ce jeudi, le quartier d'Anyama, derrière Rail, a été réduit en gravat au grand désarroi des populations qui disent ne pas avoir été informées, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière Rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Nous mettons pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail, ils sont un peu partout dans leurs travaux difficiles, mais actuellement au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, c'est de venir nous aider, c'est venir aider la population d'Anyama, derrière Rail, puisque actuellement là, c'est grave, c'est très grave. S'il y a la pluie dessous de la soirée, c'est passé devant vous. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous sommes pour le bien-être social d'abord. Il faut abriter la population. La population a besoin d'aide, la population a besoin d'assistance. Le métro d'Abidjan reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Boué sur un linéaire de 37,4 km. 500 000 Abidjanais pourront se déplacer chaque jour facilement
rapidement, économiquement. Par ailleurs, ce projet moderne générerait 2000 emplois. La CIE se veut intransigeante face à la fraude à l'électricité. Hier, une dizaine de fraudeurs ont été interpellés dans la commune de Yopougon. Les sanctions qu'ils encourent dans ce reportage de Jean-Michel Quadio et Kim Ouerik. La fraude sur l'électricité, un acte d'incivisme qui cause d'énormes pertes à la Compagnie nationale d'électricité. Pour faire face à ce phénomène, la CIE, en plus de la sensibilisation, mène des actions de répression sur le terrain. Le directeur adjoint de lutte contre la fraude sur l'électricité explique les enjeux de telles actions. On a 3 sous-directions. La sous-direction rendement qui met en œuvre au quotidien, qui combat la fraude organisée par la mafia. La mafia, c'est ceux qui ne sont pas clients à CIE. Et on a la sous-direction rendement intérieur. La 3e sous-direction opérationnelle, c'est la sous-direction contrôle client-consommateur. Elle combat la fraude organisée par les clients. Nous sommes autour de 3843 fraudeurs interpellés sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de frauder. Pourquoi? Parce que il y a des offres d'accès facile à l'eau et l'électricité. Les contrevenants à la fraude sur l'électricité s'exposent à des sanctions qui vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme et de 10 à 100 millions d'amendes, selon le Sekongo Tani Nigi. Depuis 2014, il y a une loi qui réprime la fraude sur l'électricité en ces articles 59 et 60. Donc les sanctions varient de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme, de 10 millions à 100 millions d'amendes. La CIE enregistre plus de 40 milliards de francs CFA au niveau national de pertes annuellement. Elle perturbe également la fourniture de l'électricité aux consommateurs. De plus, l'électrisation et les incendies causent plusieurs pertes en vie humaine. Et puis le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme frappent de plus en plus les pays de la sous-région. Pour faire face à ces deux fléaux, des experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent ont entamé hier une réunion à Abidjan. Le compte rendu de Yeli Traoré et Kim Ouerik. La seconde réunion extraordinaire de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, qui se tient du 16 au 20 août 2021 à Abidjan, est axée sur la présentation des projets de rapports d'évaluation mutuelle des systèmes de lutte du Niger et du Nigeria. Pour le directeur du JIABA, l'adoption des dispositifs de lutte efficaces permettra de déposséder les terroristes et les organisations terroristes qui opèrent dans les pays de leurs moyens de subsistance et d'action. Le système de LBCF-FT efficace permet-il de priver les criminels du produit de leur forfait afin de les empêcher d'en jouir et surtout de les utiliser pour financer les activités terroristes? J'exhorte alors les plus hautes autorités de vos pays respectifs à prendre des mesures idoines afin de renforcer les dispositifs de LBCFT qui vont permettre de déposséder les terroristes et les organisations terroristes qui opèrent dans vos pays et dans la région de leurs moyens de subsistance et d'action. La Côte d'Ivoire, pour sa part, prépare son rapport d'évaluation mutuelle qui sera présenté en 2022. Le combat contre le terrorisme ne peut être efficace qu'en coupant à ces organisations criminelles leurs sources de financement. Je voudrais, tout en vous assurant que le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette évaluation se déroule dans les meilleures conditions. Il est également résolu à se mettre et se soumettre surtout aux exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vagondo Diomandé, qui représentait son homologue des finances, a par ailleurs invité les États à œuvrer pour un dispositif juridique et institutionnel de lutte qui protège le système financier et l'économie de façon générale, ce qui constituerait un atout supplémentaire d'attraction des investissements étrangers et d'octroi d'aide par les partenaires au développement.
Vous l'avez certainement constaté, depuis quelques jours, la commune de Marcory a un nouveau plan de circulation avec plusieurs rues qui sont désormais à sens unique, une volonté de l'autorité de la mobilité urbaine afin de lutter contre l'épineux problème des embouteillages. Mais ce changement dans les habitudes des Abidjanais est moyennement apprécié chez certains usagers de la route. Le constat de Brice Niawa. Nous sommes à Marcory, espace Henriette Conan-Bédier. Ici, il y a quelques mois, les embouteillages rendaient la circulation difficile. Pour résoudre ce problème, l'AMUGA, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, a mis en place un nouveau plan de circulation. N'importe quel moment, quand tu viens ici, il y a tout un embouteillage. Le fait qu'ils ont effectué ça, le nouveau système, sincèrement, moi, ça m'a plu. Là, comme ça nous permet de circuler un peu plus rapide. L'objectif de tous ces tracés-là, c'est de réduire les embouteillages. Je pense que pour l'instant, avec ce que je constate, je n'ai pas encore trop tourné, mais je pense que déjà ça va dans l'ensemble. Un avis qui n'est pas partagé par tous. D'autres usagers estiment que le problème des embouteillages de cette commune a été plutôt déplacé. La circulation en sens unique, quelque part c'est bon, mais à 80% vraiment ça ne nous arrange pas. Le 2 aux heures de pointe, tu peux facilement passer 30, 42 fois, 1 heure de temps sur la voie du 11. Et ce n'est pas aisé. Ça me fait faire de grands tours. Si tu es à Saint-Thérèse, tu veux venir au terminus, il faut passer par derrière là-bas jusqu'à venir ici. Donc c'est interdit, vraiment, ça ne nous arrange même pas du tout. En visite de terrain, le directeur de la planification, des études et des projets de l'AMUGA explique le bien fondé de cette initiative et donne quelques indications de la circulation. Nous avons mis en place, en collaboration avec la mairie de Marcory, un plan de circulation qui permet d'avoir des voies à sens unique et certaines entrées qui sont interdites au niveau du carrefour. Cela donc réduit les conflits et a permis aujourd'hui au carrefour de mieux fonctionner. Vous avez principalement la voie qui passe devant l'INJS qui a été mise à sens unique. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut que partir de la place Henriette Conan-Bédier vers INJS, vers la clinique Farah. Donc ça, c'est le premier sens unique. Le deuxième sens unique, c'est la voie principale de ce qu'on appelle le boulevard du Gabon, qui part donc de Konanko vers le marché de Marcory. A été mise à sens unique pour permettre d'avoir une espèce de grande boucle pour pouvoir permettre aux gens de mieux circuler. Et puis nous avons utilisé donc 2 voies internes de quartier pour permettre de rattraper assez vite l'une ou l'autre des voies. Si le patron de la mobilité urbaine comprend l'ensemble des usagers du fait qu'ils ne sont pas encore habitués à ce système de circulation, il les appelle à faire preuve de discipline. Vu que nous sommes en phase sensibilisation et qu'à ce jour-là, aucune amende ne devra être appliquée à un usager, nous avons mobilisé cette équipe-là pour qu'elle puisse sensibiliser au mieux les usagers. Par contre, pour un usager qui, après avoir reçu l'explication, fonce sur un force de l'ordre et qui essaie de pouvoir aller forcément dans le sens interdit, à celui-là, effectivement, des contraventions peuvent être appliquées parce que c'est un refus d'obtempérer. Après Marcory, le nouveau plan de circulation s'étendra dans le Grand Abidjan. Cette action aidera à lutter aussi contre la cherté de la vie, selon Aristide Gaillet. Dans l'actualité politique, c'est un coup de tonnerre pour ses administrés. Le maire d'Azaguié, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, rend sa démission, invité à rembourser un trop perçu sur sa rente viagère. Il dit se retirer pour se défendre. Pierre Dipomela. Mamadou Koulibaly quitte ses fonctions à la mairie d'Azaguié. Il l'a signifié à son conseil municipal. Le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, veut donner une suite judiciaire à un courrier de la primature l'informant d'une ponction de 4 millions sur sa rente viagère d'ancien président de l'Assemblée nationale. Une mesure en rapport avec la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut des anciens présidents d'institutions. Cette disposition stipule que les avantages d'un ancien président d'institution sont réduits de 50% si cette personnalité perçoit un autre revenu issu des ressources publiques. C'est donc pour se défendre en justice
et protéger sa rente viagère d'anciens présidents d'institutions que le désormais ex-maire d'Azaguié quitte ses fonctions. Une probable action en justice est attendue les prochains jours. La détresse des garagistes exerçant dans la commune de Trècheville. Ils dénoncent un harcèlement de la mairie après avoir été expulsés à plusieurs reprises de leur site situé sur le domaine public. Ils appellent les autorités à leur trouver un site définitif de recasement afin qu'ils puissent exercer leur métier en toute tranquillité. Leur reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Réunis en association, les garagistes de Trècheville lancent un cri de détresse face à ce qu'ils appellent harcèlement de la part de la mairie qui les déloge régulièrement de leurs sites. Des sites, en général sur le domaine public. Leur porte-parole dénonce les enlèvements et les mises en fourrière des véhicules de leurs clients. Le jeudi passé, la mairie de Trècheville allait ramasser ces véhicules avec un société de ramassage. On demande au moins, donnez-nous un petit bout de papier pour prouver que vous devez venir prendre le véhicule. On ramasse des biens des gens sans un petit bout de papier. On se réveille, on s'en va tomber sur les gens, ramasser les biens, envoyer là où on veut, et on demande, il faut envoyer 150 000 francs pour retirer une voiture dans un fourrière. Ces garagistes plaident auprès du gouvernement pour qu'il leur soit trouvé un site de recasement. Du côté de la mairie de Trècheville, on évoque une décision du conseil municipal d'assainir le cadre de vie des populations. Pour ce qui est du recasement, la mairie n'a pas encore de solution. Il faut dire d'abord que le déguisement des installations anarchiques et des enlèvements des véhicules à mauvais stationnement est une volonté du conseil municipal et qui a pris des arrêtés municipaux pour que nous puissions libérer les trottoirs, les rues, les installations anarchiques qui sont sur le domaine public et les garages non autorisés. Nous avons commencé à sensibiliser les mécaniciens depuis l'année dernière. Nous avons fait des réunions avec les responsables des mécaniciens à la salle des mariages. Dans tous les garages de Trècheville, nous l'avons demandé de façon volontaire de libérer les espaces qu'ils occupent sans autorisation. Donc, ainsi qu'on a la solution de recasement, nous l'avons demandé plus tôt. Eux-mêmes de nous proposer une solution. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'espace à Trècheville. Il y avait des démarches, nous avons de voir si on négociait un terrain à Benjerville, est-ce qu'on ne peut pas les délocaliser, mais pour l'heure, nous leur demandons d'arrêter les activités non autorisées, je le dis bien non autorisées, sur le domaine public. Pour le moment, la mairie ne dispose pas de site de recasement. Plusieurs actions sont menées dans la commune de Trècheville pour débarrasser le domaine public de ses occupants, qui sont en général des artisans et petits commerçants. Cette opération s'était même étendue aux mendiants et aux sans-domicile. 19 établissements de l'enseignement supérieur sur 23 ont vu leur diplôme homologué hier jeudi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'occasion pour le ministre Adama Diawara d'exhorter les établissements privés à plus de professionnalisme. Il annonce par ailleurs de profondes réformes ces prochaines années. Le reportage de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. 19 établissements d'enseignement supérieur ont reçu un avis favorable de la commission de reconnaissance et d'équivalence des diplômes qui s'est réunie le 29 juin dernier. Ils ont reçu jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny leur sésame. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a décliné sa nouvelle vision de l'enseignement supérieur privé qui demeure un grand partenaire de l'État ivoirien. Il est nécessaire que cet enseignement supérieur privé soit de qualité. Il faut que les offres de formation soient à la hauteur de ce qu'on attend de vous, notamment en termes d'adéquation formation-emploi. C'est le lieu de rappeler aux bacheliers, les nouveaux bacheliers s'entendent, et à leurs parents que leurs enfants ne pourront aller s'inscrire que dans les établissements qui sont autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et dans ces établissements-là, ils ne peuvent s'inscrire non plus que dans les filières qui sont homologuées habilitées. Les responsables d'établissements heureux de cette reconnaissance du ministère s'engagent à mériter cette confiance.
c'est un sentiment de satisfaction, de joie d'avoir reçu cette homologation du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, un établissement d'enseignement supérieur technique maritime. Donc nous étions dans notre domaine de l'enseignement technique maritime et aujourd'hui avec l'homologation, et avant l'homologation nous avons basculé dans le LMD. Donc nos diplômes sont maintenant affiliés au LMD. Et donc avec l'homologation de l'enseignement supérieur, c'est la reconnaissance nationale. Ça ouvre beaucoup plus de perspectives pour les élèves parce que nos diplômes sont aujourd'hui des licences professionnelles. Il faut garder les éléments qui nous ont permis de bénéficier de cette reconnaissance nationale. Je veux parler de nos installations, de nos infrastructures, mais également de la qualité de nos enseignants et de nos enseignements. Il faut permettre à nos étudiants de pouvoir valoriser leurs diplômes hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est le label CAMES que nous allons affronter d'ici quelques années. L'analyse des dossiers couvre plusieurs champs d'investigation, à savoir les missions, l'ouverture et les partenariats, le recrutement des apprenants, la politique de formation, la démarche qualité, les ressources humaines. Notons que sur les 23 établissements, 10 avaient soumis des demandes d'attribution, 8 de régularisation et 5 demandes de renouvellement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.